Donc je vais vous parler de quelque chose qui peut intéresser à peu près tout le monde parce qu'il y a beaucoup de touristes français qui vont au Laos et qui reviennent avec des fièvres. C'est une étude prospective qui a été faite au Laos dans l'équipe de Paul Newton et à laquelle on a collaboré modestement dans mon unité, mais les résultats sont, je crois, assez intéressants. Et qui sera suivi par une seconde étude qui est en train de se terminer sur les encéphalées. Donc l'idée c'était de prendre, si vous voulez, des gens qui étaient testés pour la malaria et de regarder ce qu'ils avaient, la malaria, ou quand ils n'avaient pas la malaria, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir. Donc le Laos, vous connaissez à peu près tous, si vous ne connaissez pas, c'est un pays qui est tout en longueur, qui est dans le sud-est asiatique, qui est enclavé, il n'y a pas d'accès à la mer. C'est un pays qui est très pauvre, hein, il est dans les classements multi-paramètres avec la richesse, la mortalité, etc. Il est très mal placé, il est dans les 15 ou 20% des pays les plus mal placés dans la classification internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui est tout en longueur. Au sud, on a le Vietnam, au milieu, là, on a la Thaïlande, et au nord, on a la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, comme il est tout en longueur, il y a des climats assez différents. Le climat dans le sud est très très différent du climat qu'il y a dans le nord. En plus, dans le nord, il y a des montagnes qui séparent de la Chine, donc il fait assez frais. Et dans le sud, c'est vraiment très très chaud. Puis Vientiane, vous voyez, c'est en plein milieu. C'est sur le bord du Mékong, en face de la Thaïlande, avec un climat qui est un peu intermédiaire. Alors, l'étude qui a été faite là, elle a été faite dans 2 sites éloignés, qui sont donc, on va dire, des sites un peu sylvatiques, enfin, sinon sylvatiques, au moins ruraux. L'un, c'est Yongnamba, c'est complètement dans le nord, donc c'est près de la frontière chinoise, et puis l'autre, c'est Salavan. Et Salavan, au contraire, c'est complètement dans le sud, dans une région qui est très tropicale. Alors, le recrutement, c'était quoi? Le recrutement, donc l'idée, c'était de recruter dans 2 hôpitaux, mais ces hôpitaux, c'est des hôpitaux qui ont à peu près 60-70 lits, et ça a été, les gens ont été prélevés, envoyés entre septembre 2008 et décembre 2010, approximativement, dans ces 2 zones, et les critères de recrutement, c'était des gens qui avaient entre 5 et 50 ans, et qui étaient éligibles pour qu'on leur fasse un test pour la malaria, parce que dans tout le Laos, il y a des centres de santé dans lesquels les gens sont formés pour recevoir les gens qui ont de la fièvre. Il y a des critères très stricts, et quand on pense que ça peut être une malaria, eh bien, ils sont testés avec des tests rapides pour la malaria. Et s'ils sont positifs, mais ils reçoivent un traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, il y a de moins en moins de cas de malaria au Laos, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins, et donc on a toujours des gens qui sont testés, avec, vous allez voir tout à l'heure, un pourcentage de positivité qui est très faible, mais ces gens, ils ont mis de la fièvre, ils ont mis autre chose, ils ont mis quelque chose. Donc l'idée, c'était de regarder ce qu'ils avaient. Les critères, très rapidement, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez, ils étaient éligibles pour qu'on leur fasse un test rapide de la malaria suivant les Lao National Guidelines. Ils n'avaient pas de cause évidente de fièvre, comme un abcès, une diarrhée, etc. Et ils avaient une fièvre qui était là depuis 8 jours ou moins, et une température à 38 degrés ou plus tympanique à montrer. Voilà. Ça, c'était les critères d'entrée, et avec ces critères, on a recruté à peu près 2000 personnes. Et les résultats sont assez intéressants. Alors, vous voyez, on a à peu près 41% des gens pour lesquels on diagnostique, ce qui veut dire qu'on a quand même 60% des gens pour lesquels on n'en a pas. Vous voyez que les nombres de recrutements sont assez différents entre la ville du Nord, qui est Longnamta, pour lequel on a eu 1390 personnes recrutées, et Salavan, dans le sud, dans lequel il n'y en a que 548. Vous avez une première section dans ce tableau, qui est la section des gens pour lesquels on a trouvé un seul pathogène, et ce qui est assez important, si vous regardez tout à fait en bas la définition, les gens qui sont considérés comme positifs là, sont des gens qui sont considérés avec des critères qui sont extrêmement durs, c'est-à-dire un diagnostic direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sérologie, c'est de la PCR, de l'isolement, de la détection d'antigènes. C'est vraiment du diagnostic très très ferme. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors vous voyez qu'on a 8% de gens qui ont de la dengue, on a 7% de gens, je prends la colonne all, hein, en regroupant tout, qui ont du scrub typhus. Hein. On a de la grippe, on en reparlera parce qu'on va les exclure, ça c'est quelque chose qui est épidémique et ça n'a pas été fait partout, donc on va l'exclure. On a de l'encéphalite japonaise, et pour l'encéphalite japonaise, c'est le seul cas dans lequel le test est un test sérologique parce qu'il n'y a pas de bon test direct.
on a 6% de leptospirose, on a des bactériémies. Vous voyez qu'on n'a que 1% de gens qui ont du paludisme, finalement. Parmi tous ces gens qui sont éligibles pour un diagnostic de palu, il y en a 1% qui ont du palu. Et puis après, on a des choses qui sont un peu plus rares, dans lesquelles on peut citer encore des rickettsis, le typhus murin, et puis des rickettsis particulières, en particulier le premier isolement de Rickettsia felis au Laos. Et puis il y a un certain nombre de gens pour lesquels on a plusieurs pathogènes qui sont identifiés. Vous voyez qu'il y en a à peu près 5%. Et ils peuvent avoir 2 pathogènes ou même plus. Alors, si on regarde maintenant dans les 2 sites, vous voyez qu'il y a des différences, on va y revenir, entre les différents sites. Et elles ne nous étonnent pas beaucoup. Alors, regardez par exemple la dengue. Vous voyez qu'il y a 21% de dengue dans le sud, qui est tropical, et puis il n'y en a que 3% dans le nord, qui est plus froid. Bon, ça ne nous étonne pas énormément. Le Streptotyphus, il a à peu près la même quantité dans le nord et dans le sud. C'est plutôt une surprise, c'est comme ça. L'encéphalite japonaise, il y en a plus dans le nord que dans le sud, ce qui est aussi peut-être une surprise. La leptospirose, il y en a beaucoup dans le nord, comme vous pouvez le voir. Et puis après, les bactériémites, c'est à peu près pareil. Bien entendu, la malaria, il y en a aussi plus dans le sud que dans le nord. Ça, c'est pas une grande surprise, etc. Donc voilà un certain nombre de résultats bruts, on va dire, et qu'on va regarder un tout petit peu. Donc ça, c'est à peu près la même chose, qui vous donne la distribution des différents pathogènes tout mélangés. Et donc vous voyez, pour se résumer encore une fois simplement, qu'il y a énormément de dengue, il y a énormément de Streptotyphus, on oublie la grippe qui est en vert, il y a énormément d'encéphalite japonaise et il y a énormément de leptospirose. Donc ça c'est la grande leçon, c'est vraiment des causes extrêmement communes. Si on s'intéresse quand même un tout petit peu à la malaria, puisque je rappelle que ces gens, ils ont été sélectionnés sur les critères de, on va dire, possibilité d'avoir un paludisme en faisant les choses classiques qui sont microscopie, tests rapides et PCR. On avait seulement donc 1% des patients avec de la malaria, et vous voyez qu'il y a 18 falciparomes, 6 vivax et une infection mixte. Donc, pour répondre aux questions que vous posez, il y a encore du paludisme au Laos, même s'il n'y en a pas énormément, il y en a encore de manière absolument certaine. Alors, ça c'est juste pour vous montrer ce que sont les cultures bactériennes. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais vous pouvez voir quand même que la chose la plus fréquente finalement c'est Salmonella typhus, qui a été isolée à partir du sang, et Escherichia coli. Ensuite vous avez Burkholderia pseudomallei, donc ça c'est vraiment typique de la région. Et puis des choses qui sont plus rares, des Klebsiella, des staphylocoques, et le streptocoque suisse, qui est quelque chose qui est assez spécifique à la région du Mékong, il y en a énormément. Et puis après des streptos du groupe A, du groupe C, salmonelle, des choses relativement classiques. Alors, si on essaie de chercher, de se dire, bon, mais finalement, est-ce qu'on aurait pu prévoir, un petit peu orienter en fonction des signes des gens, de l'épidémiologie, prévoir ce qu'ils avaient un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Bon, on va encore une fois oublier la grippe. Si on regarde l'encéphalite japonaise, bon, ben, l'encéphalite japonaise, c'est des gens qui, rapidement, après la fièvre, ont fait une encéphalite, dans la plupart des cas. Donc ça, c'est à peu près les seuls qui ont fait un syndrome encéphalitique aigu. Bon, ça, c'est clair que si vous êtes au Laos et que vous faites une encéphalite, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'encéphalite japonaise. Ils ont souvent des comas, et vous voyez, donc ils ont des scores de Glasgow qui sont particulièrement importants. La dengue, il n'y a rien de très extraordinaire. Les seules choses qu'on trouve, c'est qu'il y en a dans le sud, c'est significatif, on s'en doutait, plus que dans le nord, et qu'il y a assez souvent une baisse des plaquettes. Donc on est quand même dans des choses assez communes, rien d'extraordinaire. Pour les bactériémies, il n'y a rien de très extraordinaire non plus, ça sont des choses qui sont un peu banales, les gens ont mal partout, ils ont des arthralgies, ils ont mal au ventre, ils ont des hépatomégalie. Puis l'intéressant peut-être, c'est les leptospiroses. Donc c'est les leptospiroses qui sortent significativement plus fréquemment dans le nord que dans le sud. Elles concernent essentiellement des enfants jeunes, moins de 15 ans, qui ont des tableaux avec vomissement, tout, et qui ont une séroactive protéine qui est élevée. Ça, c'est peut-être un enseignement qui n'est pas mauvais globalement. Et puis le Streptotyphus, là aussi, je ne sais pas pour dire si c'était attendu, mais on a surtout des femmes. Et ça, je ne sais pas si c'était vraiment quelque chose que l'on pouvait s'attendre. Et on a souvent une hépatomégalie qui est associée. Les gens qui travaillent dans les rizières.
Ouais. C'est plus ces femmes qui viennent avec des conditions sugar. Alors, une des questions, c'est finalement, on est dans des zones qui sont tropicales, mais avec des climats qui sont très différents. Est-ce que ces choses-là, on les trouve toute l'année, ou est-ce qu'il y a des pics saisonniers? Bon, je n'ai pas besoin de vous détailler beaucoup pour regarder chaque truc, mais oui, effectivement, il y a des pics saisonniers, ça c'est très clair, mais quand ce soit en zone intertropicale, il y a une saison des pluies qui est plus chaude et dans laquelle, par exemple, il y a beaucoup plus d'arbovirose. Et donc, oui, très clairement, il y a un pic saisonnier. Ce qui est intéressant dans ces pays comme le Laos et la Thaïlande, c'est que la saison des pluies est aussi la saison, correspond globalement aussi à la saison dans laquelle il y a la grippe. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des meilleurs moments dans l'année dans lesquels les gens ont de la fièvre, ils peuvent tousser, etc. Et ils peuvent à la fois avoir par exemple des arboviroses ou avoir de la grippe. C'est au même moment de l'année. Très difficile de faire parfois le diagnostic différentiel. Alors une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça en termes de traitement empirique de ces gens? Comment est-ce qu'on peut les traiter? Il y a pas mal de temps, Paul avait montré à Maosot, c'est-à-dire à Vientiane, qu'en première intention, il ne fallait pas faire le même type d'antibiothérapie pour les gens qui arrivaient à l'hôpital que ce qu'on fait par exemple à Marseille. Et donc la question a été reposée ici de savoir finalement, à partir des bactéries qu'on a en particulier, qu'est-ce qui se passerait, quel pourcentage de gens pourraient être traités efficacement par quel antibiotique. Et donc on a regardé ici la doxycycline, l'ofloxacine, l'azithromycine et la ceftriaxone. Et bon, vous voyez les chiffres par vous-même. Les deux meilleurs, c'est clairement l'azithromycine et la doxycycline. Et en pratique, ce que ça veut dire, c'est que probablement ce qu'il faut faire, c'est utiliser plus largement la doxycycline. Vous avez ici dessous une petite idée, un traitement d'une semaine, c'est-à-dire 14 comprimés d'oxycycline, ça coûte à peu près 1,2 $. Et c'est facilement accessible au Laos. Donc c'est probablement le seul antibiotique vraiment efficace qu'on puisse mettre en place en première intention dans un certain nombre de cas de vie. C'est susceptible de marcher bien sûr très bien sur le Staphylococcus, mais aussi sur la leptospirose et sur un certain nombre d'autres pathogènes qu'on a listés dans les isolements. Voilà, donc c'est tout. Et il me semble que globalement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les résultats qu'on a là peuvent s'appliquer globalement aux fièvres sans étiologie claire des touristes qui reviennent du Laos. Et donc vous savez que globalement, il ne faudra probablement pas leur donner de l'ampicilline en première intention si vous avez aucune idée, il vaut mieux leur donner de la doxycycline. Et puis vous devez pouvoir répondre à peu près à toutes les questions que je vous ai posées, ou si j'oublie quelque chose dans les questions, je vous le dis maintenant. Voilà. Merci, Christina.